Je me revois devant le Grand Conseil, un mois à peine après mon arrivée au château de Chinon. Le mot conseil est peut-être un peu trop formel pour le cirque que c'était. C'était plus une meute de loups affamés, leur regard perçant. Mon nom, Marie, résonnait comme un blasphème, porté par l'air froid qui s'infiltrait par les hautes fenêtres de la salle d'apparat. Ils jugeaient non pas moi, la femme en chair et en os, mais mon passé, le passé de mon père. Je me sentais marcher sur des braises, une mariée forcée, un bouc émissaire, la preuve vivante d'un arrangement politique. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie, l'institutrice d'un petit village perdu dans les Alpilles? Franchement, c'était comme un mauvais rêve. Je me souviens de ma main tremblant sur le tissu précieux de ma robe. Une robe que je n'avais pas choisie, d'une couleur qu'on m'avait imposée. Mes doigts étaient rugueux, marqués par l'encre et la craie, loin des mains délicates des dames de la cour. Chaque pas sur le marbre froid et poli me rappelait que j'étais là pour payer les fautes de mon père. Choisi, disait-il, parce que mon sang noble était pur. Était un peu pur, mais mon nom déshonoré garantissait qu'aucune famille n'interférerait. Quelle ironie cruelle! Quand je suis arrivé devant le trône où Julien était assis, enveloppé dans l'éclat des torches et l'armure de bataille, il ressemblait en tout point au roi brutal des légendes. Mais je savais que derrière cette façade, il était aussi piégé que moi. Je l'ai compris à l'instant où il s'est levé et descendu les marches et m'a tiré sur ses genoux devant toute la cour. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd comme un linceul. J'ai senti sa main trembler contre ma taille, une minuscule défaillance qu'il aurait sans doute voulu cacher. Sa voix, quand il a murmuré ces mots de liaison, était pleine de craquelures, et j'ai réalisé que ce roi que tout le monde craignait était tout aussi prisonnier que moi. Par-dessus son épaule, j'ai aperçu Pierre, un homme dont le regard était toujours froid, son visage gravé d'une sorte de calcul. Et j'ai su que cette cérémonie, ce simulacre de paix, n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. C'était un matin d'hiver glacial, le jour où les gardes royaux sont venus. Je me souviens du crissement de la craie sur l'ardoise. Les petits, leur langue peinant à former les boucles des lettres, l'encre tachant le papier grossier. La lumière pâle de décembre se glissait à travers les carreaux déformés de la petite école. Pendant ces moments, j'arrivais presque à oublier qui j'étais, moi, Marie, dans ce village des Alpilles. J'étais juste maîtresse Marie, l'oméga discrète qui racontait des histoires et connaissait les lettres et qui ne levait jamais la voix. C'était un refuge, tu sais, ce petit bâtiment, loin du monde de mon enfance. Puis la porte a grincé. Un son ordinaire qui a pourtant brisé l'équilibre délicat de ma vie. L'air a changé, tu sens ça parfois, un pressentiment? 3 gardes royaux immenses, leurs armures d'acier et leur cuir noir emplissant l'entrée étroite de la salle de classe. Les enfants se sont tus si brusquement que le silence a presque fait mal. J'ai posé le morceau de craie, essuyé la poussière de mes doigts et forcé mon cœur à ralentir. Il battait la chamade comme un oiseau en cage. « Serez de la maison Vélor ?» a demandé le capitaine, sa voix grave remplissant la petite pièce. Personne ici, dans ce village, n'utilisait mon nom de famille. C'était un nom oublié, un nom maudit. Je me suis levé, malgré tout. Oui, son regard a balayé les enfants, puis est revenu sur moi. J'ai cru y voir une once de pitié, fugace, avant qu'elle ne disparaisse sous le masque du devoir. Par ordre de l'Alpha Roi Julien, vous devez faire vos bagages et nous accompagner à la forteresse royale sur le champ. La plus petite, Léa, s'est agrippée à ma jupe. « Maîtresse, vous avez fait quelque chose de mal? » J'avais fait quoi de mal? Rien. C'était de mon père, tu comprends? Toujours lui, même après 5 ans. Je vous expliquerai plus tard. Ai-je menti doucement? Ma main tremblait alors que je la détachais. Continuez à pratiquer vos lettres. Maître Henri prendra le relais. Le vieux Maître Henri se tenait au fond, son visage livide, sa bouche une ligne mince et serrée. Il connaissait mon nom.
Il savait ce que cela signifiait que le roi s'en souvienne. « Je peux leur parler », a-t-il murmuré en me voyant passer. Peut-être, peut-être est-ce une erreur. Mais non, ce n'en était pas une. Les erreurs ne voyageaient pas avec des blasons royaux gravés sur des plastrons d'acier. Merci, ai-je dit, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai fait mes bagages en moins de temps qu'il ne m'en avait fallu pour les défaire 5 ans plus tôt, quand ce village avait été mon exil et mon sanctuaire. Quelques robes simples, 2 livres usés que les enfants adoraient, des contes de fées et de vieilles légendes, une poignée de lettres de mes anciens élèves me remerciant de leur avoir appris à lire. Tout le reste dans le cottage appartenait à l'école. En sortant, j'ai vu toute l'allée remplie de visages que je connaissais. Des femmes avec de la farine sur les mains, des hommes sentant la fumée de bois et la sueur, des enfants curieux cachés derrière leurs jupes. Personne n'a prononcé le mot « traître » à voix haute, mais je l'ai entendu quand même. Il résonnait dans le silence, dans leur regard baissé, dans la manière dont ils évitaient mes yeux. Le capitaine m'a offert son bras, comme si j'étais encore une dame, et non la ruine d'une noble. J'ai ignoré son geste et suis monté seul dans la calèche. La noblesse n'était que des cendres dans ma bouche. Je ne ferai pas semblant de la porter encore. Le village a rapetissé derrière nous, le toit de l'école étant la dernière chose que j'ai vue avant que la route ne s'incurve. J'ai pressé mes paumes sur mes genoux pour qu'ils ne tremblent pas. « Savez-vous pourquoi le roi m'a fait venir ?» ai-je demandé après un silence trop long. Le capitaine a hésité, puis a dit « Il y aura une cérémonie de liaison dans 3 jours. » Les mots n'avaient pas de succès au début. « De qui ?» Il m'a regardé fixement. « De Sa Majesté, la vôtre. » J'ai failli rire. Le son qui est sorti était faux, mince et aigu. « Vous vous êtes trompé d'Oméga. » Les ordres étaient clairs, madame. Madame. Comme si ce titre ne m'avait pas été arraché sur l'échafaud en même temps que la tête de mon père. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre pour qu'il ne voie pas à quel point ma façade se fissurait. Une mariée de roi. Je savais ce que cela signifiait pour quelqu'un comme moi. Pas l'honneur, pas la joie. L'utilité. Mon ventre comblant le vide que le nom de mon père avait laissé dans la mémoire du royaume. Quand la forteresse est apparue à l'horizon, ses couteaux de pierre noire perçant le ciel, ma peur s'était engourdie en quelque chose de plus froid. La résignation. À l'intérieur des portes extérieures, les serviteurs bordaient la cour, les yeux rivés au sol, mais les oreilles aux aguets. Des murmures se sont levés quand je suis descendu de la calèche. C'est elle, la fille du traître. Il a besoin d'un héritier. Personne ne se battra pour elle. Les mots ont glissé sur ma peau comme de vieilles contusions, appuyées à nouveau. J'ai gardé le menton haut, marchant au milieu d'eux comme si je n'entendais rien. Une femme m'attendait en haut de l'escalier, grande, mince, drapée de noir, une couleur qui ne faisait rien pour adoucir les lignes acérées de son visage. Ses cheveux, foncés avec des mèches d'argent, étaient tressés en un chignon complexe qui témoignait de patience et de richesse. « Dame Sophie », a murmuré le capitaine en s'inclinant. « Ah, la sœur de la reine défunte !» Son regard m'a balayé comme une lame, s'arrêtant sur ma robe simple. Mes doigts cueilleux tachés d'encre, l'odeur d'oméga que je ne pouvais jamais vraiment estomper, peu importe la quantité de savon que j'utilisais. « C'est le choix du roi », a-t-elle dit. « Pas le mien. Non le vôtre, mais celui de l'héritier, » ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Ma voix était plus stable que je ne l'étais. Comme nous tous, ses yeux se sont aiguisés. Pendant un battement de cœur, quelque chose comme un amusement réticent a scintillé là, puis a disparu. « Vous avez la langue de votre père. » J'ai tressailli comme si elle m'avait giflé. Mon père est mort. Oui, elle s'est approchée, si près que je pouvais voir les ombres pâles sous ses yeux. La douleur qui avait depuis longtemps tourné en quelque chose de plus dur. Exécuté comme traître à cette couronne. N'imaginez pas qu'épouser notre roi effacera cela. Dans cette cour, vous serez toujours la fille du traître.
Rien de plus. Les mots ont atterri exactement là où elle voulait. Juste dans le vide où ma famille se trouvait autrefois. Je comprends, ai-je dit. Ses lèvres se sont tordues. Nous verrons. Elle a tourné les talons et est partie, ses jupes de soie murmurant sur la pierre, son renvoi aussi complet qu'une porte claquée au nez. Une femme de chambre m'a guidé à travers des couloirs sans fin, chacun plus poli et résonnant que le précédent, jusqu'à ce que mes jambes me fassent m'appeler et que mes sens s'estompent. Quand elle a enfin ouvert d'une porte et s'est écartée, j'ai gelé sur le seuil. Les appartements étaient énormes. Un lit à baldaquin sculpté, drapé de bleu et d'argent. Une cheminée déjà allumée. Des tapisseries sur les murs représentant des rois d'antan, leurs loups cabrés sous le clair de lune. Un balcon donnant sur la cour. Cette pièce était plus grande que tout le cottage où j'avais vécu pendant 5 ans. Sa Majesté a ordonné que vous ayez les appartements de la reine, a dit la femme de chambre, ses yeux soigneusement vides. Le mot « reine » avait le goût d'une blague cruelle. Le roi viendra-t-il ici? J'ai détesté le petit tremblement dans ma voix. Je ne sais pas, madame. Encore un titre qui ne convenait pas. Un bain a été préparé par là. Les couturières arriveront à l'aube pour vos essayages. Mes essayages? La robe que je porterais pour me tenir aux côtés de l'homme qui tenait la vie de mon père et mon avenir entre ses mains. Quand elle est partie, le silence s'est précipité d'un coup. Je me suis effondré sur le bord du lit, mes doigts serrés dans le couvre-lit brodé, et j'ai fixé le plafond peint. Des étoiles dorées scintillaient en constellations que j'avais autrefois tracées dans de poussiéreux manuels d'astronomie. 5 ans auparavant, j'avais vu mon père mourir sur la place de Paris, son sang fumant sur les pierres, tandis que la foule criait justice. Je m'étais promis de ne jamais revenir dans ce monde de couronnes et de palais. Pourtant, me voici, cette fois non pas comme spectatrice, mais comme un sacrifice. Je me suis allongé sans me déshabiller, le poids de la forteresse pesant de tous les côtés. Julien n'est pas venu. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il vienne, mais une partie de moi, folle et blessée, avait espéré au moins apercevoir l'homme dont le décret avait noué ma vie. Au lieu de cela, la nuit s'est écoulée avec seulement le crépitement de la cheminée et l'écho des mots de Dame Sophie pour seule compagnie. La fille du traître, rien de plus. Le lendemain matin, quand les couturières m'ont lacé dans des soies couleur de mer agitées par la tempête et m'ont épinglé les cheveux avec des peignes d'argent, j'ai surpris mon reflet dans le grand miroir. Pendant un instant, je l'ai revue. La jeune fille que j'avais été avant l'exécution, avant le village, avant les doigts tachés d'encre et les rires d'enfants, le menton haut, les yeux brillants, une file de nobles qui croyaient que le monde était à elle pour le lire et le réécrire. La vue m'a fait plus mal que tout ce que Dame Sophie avait pu dire, parce que demain, cette file marcherait dans une salle pleine de loups et s'assiérait sur les genoux du roi qui tenait entre ses mains à la fois son passé et son avenir. Et quoi qu'il arrive après, je savais une chose avec certitude. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La première semaine, tu sais, c'était un tourbillon. Des audienciers, des pétitions, des rituels sans fin, destinés à afficher un trône uni et inébranlable. Julien et moi nous mouvions à travers eux comme des acteurs sur une scène. Sa main au creux de mon dos, mon sourire juste assez large pour ne pas paraître forcé. Nous prononcions les bons mots, offrions les bonnes bénédictions, acceptions les bons serments. En public, nous étions parfaits. En privé, notre lit restait divisé par ce même canyon de soie. La pire épreuve, c'était les dîners. La grande salle scintillait chaque soir, des coupes de cristal captant la lumière des bougies, des armures polies étincelant derrière la table d'honneur, des nobles drapés de richesse et de pouvoir. Je m'asseyais à la droite de Julien, assez près pour sentir sa chaleur, pour sentir l'odeur du cuir propre et du pain et le léger goût métallique de l'acier, mais pas assez près pour oublier qu'il y avait toujours une distance entre nous.
Il portait des toasts à la déesse, au royaume, à la promesse d'héritier. Personne ne portait de toast à la reine. Franchement, c'était exaspérant, comme être une pièce de décor coûteuse. Moment, ici je dois faire une petite pause. Cette cour, cette situation, c'était grotesque, non? Je veux dire, on parle d'un royaume entier, de traditions ancestrales, et au centre de tout ça, il y avait moi, une simple institutrice, une femme qu'ils appelaient fille de traître. Et Julien, ce roi, il était là, aussi piégé que moi. Il portait sa couronne comme une peine de prison à perpétuité. Personne n'aurait jamais cru une histoire pareille dans mon village. C'est un conte de fées mal raconté, aurait dit Maître Henri. Et pourtant, c'était ma réalité. J'étais là à naviguer entre des serpents et des apparences, à essayer de comprendre des règles non écrites que je n'avais jamais apprises. La pression pour un héritier, les regards de mépris, la solitude au milieu de la foule. Ça semblait tellement injuste, tellement absurde. Comment pouvait-on demander à quelqu'un de sauver un royaume alors qu'elle-même se battait pour garder la tête hors de l'eau? Je n'avais aucune idée, mais je savais que je ne pouvais pas simplement disparaître. Il fallait avancer. Y aller, retour à Chinon. C'était de la 14e nuit ou la 15e, je ne me souviens plus exactement, mais Dame Sophie a décidé d'arrêter de prétendre que son mépris n'était pas personnel. Elle a commencé avec une question sur les récoltes des vallées du Sud. J'ai répondu avec soin, répétant ce que j'avais appris des intendants, les chiffres, les rendements, les routes commerciales. Ma voix est restée stable. Quelques nobles ont semblé légèrement surpris que je sache quoi que ce soit. Puis la coupe de Sophie a claqué contre la table, aussi nette qu'un couteau qui tombe. « Fascinant », a-t-elle dit. « Notre nouvelle reine est si bien informée. » Son ton a fait résonner le mot « informé » comme quelque chose qu'elle aurait trouvé sous sa chaussure. J'ai posé ma coupe, gardant mes doigts détendus. Les intendants ont bien expliqué les choses. J'apprends encore. Apprendre. Elle a souri, un sourire froid. Oui, je suppose qu'il le faut. Quand votre éducation est interrompue par une exécution publique inconvenante, la salle est devenue silencieuse par une onde lente et ondulante. Mon souffle s'est bloqué. Tous les yeux se sont tournés vers moi, vers nous. La main de Julien, qui reposait nonchalamment près de son assiette, s'est figée. Sophie s'est penchée légèrement, s'adressant davantage à la table qu'à moi. Mais peut-être que la trahison laisse sa propre marque. Le sang se souvient, n'est-ce pas? Il serait naïf de supposer qu'une fille de traître puisse simplement se débarrasser de telles tendances parce qu'elle porte maintenant une couronne. Le mot « traître » est tombé comme une gifle. Je l'ai senti, et tout le monde aussi. Un jeune seigneur à l'extrémité de la table est bougé mal à l'aise comme s'il venait de réaliser qu'il se tenait trop près du bord d'une falaise. Quelqu'un a toussé. Personne n'a parlé. J'aurais pu ravaler ça. J'avais ravalé pire. Mais quelque chose en moi, un morceau têtu qui n'était pas mort avec mon père, a relevé la tête. Les erreurs de mon père sont enterrées avec lui. Et je dis doucement. La seule chose dont mon sang se souvient, c'est ce que j'ai ressenti en le voyant mourir. Quelques-uns des jeunes nobles ont baissé les yeux. Sophie, elle, non. Voici maintenant ce qu'Anna, madame de compagnie discrète mais au courant de tout, m'a raconté des années plus tard sur cette soirée. Elle se tenait dans un coin de la salle, près d'un grand pilier, pas vraiment visible, mais elle voyait tout. Pour elle, cette scène était très différente de mon propre souvenir teinté de honte et de fureur contenue. « Mon Dieu, Marie, tu n'avais aucune idée de la foudre que tu lançais, » m'a-t-elle dit un jour. Pour Dame Sophie, c'était une partie d'échecs. Elle pensait te briser, te montrer ta place. Mais quand tu as répondu, elle a vu pour la première fois la force que tu avais. Elle était furieuse, bien sûr, mais aussi, je crois, un peu impressionnée. Anna m'a raconté que Sophie l'avait vue non pas une oméga faible et terrorisée, mais une femme capable de tenir tête, même sans armée, sans nom. Tes mots, a-t-elle insisté, ont résonné différemment pour elle. Elle avait l'impression de revoir la reine,
La reine Clara, sa sœur, qui était si vive, si intelligente, qui ne reculait devant rien. Elle te détestait d'être là, de prendre la place de sa sœur, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle voyait. Pour elle, ce n'était pas un simple affront, c'était un défi, un miroir renvoyant la faiblesse de sa propre douleur. Anna a même dit que la main de Sophie avait tremblé un instant, de rage et d'une sorte de choc. Elle avait voulu une marionnette et avait trouvé un lionceau. Suggérez-vous que la justice du roi était une erreur? A demandé Sophie d'une voix soyeuse. Quelle audace! Le piège s'est ouvert sous mes pieds. Si je disais oui, j'accusais la couronne de faute. Sa couronne. Si je disais non, j'étais d'accord que mon père avait mérité l'échafaud. J'ai ouvert la bouche. Change un homme. Ah oui, arabe à la bouche, ne sachant pas quel mensonge allait en sortir. Julien s'est levé. Il n'a pas claqué sa coupe ni crié. Il n'en avait pas besoin. Le simple fait de se lever de sa chaise et envoyer une onde de choc le long de la table. Les conversations se sont interrompues. Des chaises ont grincé alors que ceux qui étaient le plus près de lui se levaient à moitié, dans une déférence inconsciente. Les gardes le long des murs se sont redressés. « Assez », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait jusqu'à chaque recoin de la salle. Sophie s'est retournée, ses yeux se sont rétrécis. « Votre Majesté, quiconque remet en question la place de la reine à cette tulle, a continué Julien, remet en question la mienne. » L'air a semblé se cristalliser autour de nous. « Elle siège ici par mon choix. » A-t-il poursuivi, chaque mot aussi précis qu'une frappe. Elle porte cette couronne parce que je l'ai placée sur sa tête. Son sang, son nom, son passé, tout est sous ma protection. Si vous mettez en doute sa loyauté, vous mettez en doute la mienne. Il a laissé les mots planer un instant. Je ne tolère pas les remises en question de mon autorité. A-t-il terminé doucement. Ni de la part d'ennemis, ni de la part de ma famille, ni de la part de qui que ce soit. Le visage de Sophie est devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle ressemblait moins à la sœur d'une reine qu'à une femme qui avait mal évalué les limites de son propre pouvoir. Je n'avais aucune intention de manquer de respect, a-t-elle dit avec raideur. J'ai simplement... Vous avez parlé de chagrin, a-t-il concédé. Je le pardonnerai une fois. Ne me forcez pas à le faire à nouveau. La menace dans cette phrase douce m'a fait frissonner. Autour de nous, les nobles fixaient leurs assiettes, soudain fascinés par leur nourriture. Personne ne rencontrait les yeux de personne. La salle, il y a quelques instants encore bruissante de bavardage, est tombée dans un silence épais et nerveux. Julien s'est rassis, le mouvement contrôlé, mais sa main a trouvé mon genou sous la table. Ses doigts se sont enroulés là, chauds et solides, la prise juste un peu possessive. Pour la première fois depuis la cérémonie, j'ai ressenti quelque chose comme de la sécurité. Le reste du repas s'est déroulé dans une conversation tendue et prudente. Sophie ne m'a plus parlé. Personne d'autre n'a mentionné mon père. Quand le dernier plat a été desservi et que les musiciens ont joué quelque chose de plus doux, Julien s'est levé et m'a offert son bras. « Venez marcher avec moi », a-t-il dit. Ce n'était pas une demande. Nous avons quitté la salle par une porte latérale, évitant le couloir principal où les courtisans se seraient précipités avec des questions, des excuses et des critiques à peine voilées. Le chemin qu'il a choisi serpentait à travers des passages plus calmes, éclairés par moins de torches, la pierre fraîche sous nos pieds. Sa main est restée au creux de mon dos, me guidant, me soutenant. « Vous n'aviez pas à faire ça », ai-je dit quand nous étions enfin seuls. « Si », a-t-il répondu. « Je l'ai fait. » Nous sommes arrivés à ses appartements. Il a ouvert la porte, m'a fait signe d'entrer la première, puis a suivi et nous a enfermés avec un doux clic. Le feu brûlait déjà, les ombres dansaient sur les meubles familiers, le grand lit, la table où il m'avait dit un jour qu'il n'aimerait plus jamais. Ce soir-là, il n'a pas cherché la carafe. Au lieu de cela, il est allé vers la cheminée,
a posé un bras contre la pierre et a expiré un long souffle rauque. « J'aurais dû l'anticiper, a-t-il dit à propos de l'attaque de Sophie. Elle est en deuil, ai-je offert, parce que c'était plus facile que d'admettre à quel point ces mots m'avaient blessé. Elle a perdu sa sœur. Maintenant, elle a perdu la place qu'elle pensait avoir à vos côtés. Le chagrin rend les gens cruels. Je le sais mieux que personne. Elle connaît la différence entre le chagrin et la trahison, a-t-il dit. Elle a choisi d'utiliser le second comme arme contre vous. Quelque chose de chaud et d'inconnu s'est enroulé dans ma poitrine. Vous étiez en colère, ai-je dit lentement, testant la forme de cette émotion. Pas seulement pour l'insulte à votre autorité, pour moi. Il s'est retourné alors, et le regard dans ses yeux m'a presque coupé le souffle. Bien sûr que j'étais en colère, a-t-il dit simplement. Vous n'avez rien fait pour mériter cette attaque. Vous n'avez fait que tenter d'apprendre un monde qui vous a été imposé. Personne d'autre ne le voit d'ainsi. Je ne suis pas personne d'autre. Les mots se sont installés entre nous, lourds et inattendus. Il a traversé l'espace jusqu'aux chaises près du feu et s'est affaissé dans l'une d'elles, me faisant signe vers l'autre. Asseyez-vous. Je pense que si nous devons survivre à cette cour, nous devrions au moins savoir avec qui nous l'endurons. Un sourire a tiré ma bouche malgré tout. Est-ce votre façon de dire que vous voulez me connaître, votre majesté? Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Je dis que j'en ai assez entendu de ce que la cour pense de vous. J'aimerais savoir qui vous croyez être. Personne avec du pouvoir ne m'avait jamais demandé ça. Je me suis assise. Pendant un moment, je n'ai pas su par où commencer. Ma vie avant l'exécution semblait être une histoire entièrement différente. Des balles et des tuteurs, et un père qui sentait l'encre et le parchemin, pas le sang. Alors j'ai commencé par le village. Je lui ai parlé de l'école avec ses fenêtres tordues et son toit en courant d'air. De Léa qui avait pleuré le jour où elle avait écrit son nom sans aide. De Thomas qui avait juré que lire était pour les nobles, jusqu'à ce qu'il découvre des récits d'aventure et dévore ensuite chaque parchemin qu'il pouvait trouver. De la façon dont leurs yeux s'illuminaient lorsque les lettres cessaient d'être des symboles et devenaient des portes. Je pensais qu'enseigner les tuerait au début, ai-je admis. J'avais l'impression que c'était une sorte de pénitence d'être tombé si bas. Mais en cours de route, cela a cessé d'être une punition pour devenir un but. Julienne a écouté sans m'interrompre, les coudes sur les genoux, les mains jointes. La lumière du feu jetait de l'or dans ses yeux sombres, adoucissait les lignes dures de son visage. Vous avez pris les débris de votre vie et en avez construit quelque chose d'utile, a-t-il dit quand je me suis tu. La plupart des nobles que je connais se seraient noyés dans leur propre amertume. Je l'ai fait, ai-je dit, pendant un moment. Et puis, on apprend à nager. Son regard a rencontré le mien. Je vois plus en vous que les erreurs de votre père, Marie. Ces mots ont frappé plus fort que les insultes de Sophie. Parce que je la croyais, elle. Je luttais encore pour le croire, lui. Attention, ai-je dit légèrement, essayant de dévier la douleur soudaine dans ma poitrine. Si vous continuez à parler gentiment, je pourrais oublier que ce n'est qu'une nécessité politique. Il a souri alors, un vrai sourire cette fois, bref et surprenant, et terriblement séduisant. Appelons ça une nécessité politique, a-t-il dit, avec la possibilité d'ajustement. Ajustement, ai-je répété, cela semble de mauvais augure. Espoir, a-t-il corrigé doucement. Mon souffle s'est coupé. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés, l'espace entre nous bourdonnant de quelque chose qui semblait différent du devoir, différent de l'alliance forcée, le premier murmure de quelque chose de fragile, de dangereux et de nouveau. Quand il s'est levé et a fait le pas qui a fermé cet espace, je n'ai pas reculé. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. Sa main s'est levée, ses doigts calleux écartant d'une mèche de cheveux de mon visage. Il a hésité, comme s'il me laissait le temps de reculer. Je ne l'ai pas fait. Ses jointures ont effleuré ma pommette, légère comme une plume. « Si vous ne voulez pas de ça, a-t-il murmuré, dites-le-moi maintenant. »
Pour la première fois depuis mon entrée dans cette forteresse, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de dire non et d'être entendu. Je ne l'ai pas utilisé. Je veux savoir ce que c'est, ai-je murmuré, au moins une fois, sans public. Quelque chose dans ses yeux s'est ouvert. Il s'est penché lentement, me donnant toutes les chances de changer d'avis. Et quand sa bouche a finalement rencontré la mienne, ce n'était pas une possession. C'était une question. J'ai répondu avec mes mains tremblantes s'agrippant au devant de sa chemise, avec le son doux et surpris qui s'est échappé quand il a approfondi le baiser, avec la façon dont je me suis penché vers lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde construit sur des pierres mouvantes. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. Ça, a-t-il dit doucement, ce n'est pas le devoir. Non, ai-je acquiescé, ma voix hésitante. C'est pire. Ses sourcils se sont froncés. Pire? Dangereux, ai-je corrigé, parce que je ne sais pas comment y survivre. Son pouce a effleuré le coin de ma bouche où son baiser brûlait encore. Alors nous apprendrons ensemble, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, je me suis permis de croire que quelque chose de réel pourrait grandir dans les fissures laissées par tout ce que j'avais perdu. Le baiser a tout changé. Pas d'une manière dramatique ou soudaine. Il n'y a pas eu d'éclair, pas de proclamation divine de la déesse. Au lieu de cela, le changement s'est insinué lentement, comme l'aube se levant sur un horizon têtu. Le soir suivant, Julien a frappé à ma porte au lieu de se retirer dans son bureau. « Puis-je » a-t-il demandé, hochant la tête vers les chaises près de ma cheminée. J'ai cligné des yeux, encore en train de m'adapter à l'idée qu'il demandait la permission d'entrer dans sa propre forteresse. Bien sûr, il a apporté du vin et 2 coupes, s'installant dans la chaise en face de la mienne, avec l'aisance prudente de quelqu'un qui teste un terrain fragile. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Nous avons juste regardé le feu, laissant le silence s'étirer sans le forcer à se transformer en mots. Puis, il a remarqué le livre sur la table d'appoint, une vieille copie usée de fables que j'utilisais pour enseigner aux enfants. « Lisez-moi » a-t-il dit. J'ai presque ri. « Vous voulez que je lise des contes pour enfants à l'Alpharoa » Ses lèvres se sont légèrement incurvées. « Je veux savoir pourquoi vous les avez choisis. » Alors je l'ai fait. J'ai lu des histoires de renards astucieux et de souris courageuses et des loups qui apprenaient que la force sans honneur n'était qu'un autre mot pour la ruine. Entre les histoires, j'ai expliqué comment chacune enseignait aux enfants quelque chose dont ils avaient besoin. Le courage, la gentillesse, la différence entre la cruauté et la justice. Julien a écouté comme s'il n'avait jamais rien entendu de plus important. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière, le regard lointain. Mes tuteurs m'ont enseigné la stratégie et les lignées. Personne n'a jamais mentionné les renards. Peut-être aurait-il dû, ai-je dit doucement. Il a souri alors, un vrai sourire, et quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Les soirées sont devenues un rituel. Il arrivait après le repas du soir. Parfois avec du vin, parfois avec rien d'autre que sa présence et les histoires qu'il avait commencé à partager. Des histoires d'un garçon forcé dans l'armure avant qu'il ne comprenne ce que signifiait porter une épée. D'un père qui croyait que l'affection était une faiblesse et entraînait ses fils en conséquence. D'une couronne qui avait toujours ressemblé davantage à une chaîne qu'à un droit de naissance. « Je n'ai jamais voulu ça », a-t-il admis une nuit, fixant sa coupe comme si elle contenait des réponses. Le trône, la politique sans fin, la connaissance que chaque décision que je prends sera écrite dans le sang de quelqu'un. Alors pourquoi le garder, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est serrée. Parce que quelqu'un doit le faire. Et si je m'en vais, les hommes qui prendraient de ma place sont pires. Il n'y avait aucune arrogance dans ces mots, seulement de l'épuisement. J'ai tendu la main à travers l'espace entre nos chaises et j'ai touché la sienne. Il a tourné sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts aux miens. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Les contacts sont devenus plus faciles après cela.
Sa main à mon coude lorsque nous descendions les escaliers, mes doigts effleurant son poignet pendant les réunions du conseil quand j'avais besoin d'un ancrage. De petits gestes hésitants qui en disaient plus que des déclarations. Quand nous nous promenions dans les jardins de la forteresse, les chemins de pierre serpentant à travers les haies d'hiver et les roses givrées, sa main a trouvé la mienne sans hésitation, chaude, solide et sûre. Les serviteurs l'ont remarqué. La cour chuchotait. Qu'il chuchote, ai-je pensé. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'étais pas invisible. Nous partagions son lit maintenant, non pas parce que le devoir l'exigeait, mais parce qu'aucun de nous ne voulait plus dormir seul. Il me serrait contre sa poitrine, son souffle chaud contre mes cheveux, et je me nichais dans la courbe de son corps, comme si j'avais été faite pour cet espace précis. La connexion, cette sorte de lien inhérent que la déesse tisse, a commencé à se former. Je l'ai ressenti d'abord comme une chaleur basse dans mon ventre, un fil doré tirant doucement entre nous, puis comme quelque chose de plus profond, un bourdonnement dans mon sang quand il entrait dans une pièce, une attraction qui rendait la distance désagréable, une certitude qui s'installait dans mes os comme la moelle. La déesse nous liait ensemble, que nous l'ayons demandé ou non. C'était terrifiant, inévitable, indéniable. Le sens-tu? Ai-je murmuré une nuit, traçant les cicatrices sur son épaule. Sa main a couvert la mienne. Oui, ça t'effraie. Il est resté silencieux un long moment. Oui, a-t-il répété, mais pas pour les raisons que ça devrait. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Nous n'avions pas peur du lien en soi. Nous avions peur de ce qui se passerait si nous nous laissions y croire, puis nous perdions. Et vous? Croyez-vous qu'on peut aimer de nouveau après avoir tout perdu? Bref, le festival de la déesse est arrivé lors de la première pleine lune d'hiver. La cour s'est transformée en quelque chose de légendaire, des torches projetant une lumière dorée sur la neige fraîche, des musiciens jouant des mélodies douces et envoûtantes, des courtisans vêtus d'argent et de blanc pour honorer la bénédiction de la lune. Julien est apparu à mes côtés, incroyablement beau dans ses vêtements de cérémonie sombre, et m'a offert sa main. « Danse avec moi », a-t-il dit. Ce n'était pas un ordre, mais une demande. J'ai placé ma main dans la sienne. Il m'a mené au centre de la cour où l'espace s'est ouvert autour de nous comme l'eau qui se sépare. Tous les regards suivaient nos mouvements. J'aurais dû me sentir exposé, traqué. Au lieu de cela, quand le bras de Julien s'est glissé autour de ma taille et m'a tiré près de lui, le reste du monde s'est estompé. Nous nous sommes déplacés ensemble, comme si nous l'avions fait 1000 fois, sa main ferme sur mon dos, la mienne reposant sur son épaule, nos pas parfaitement synchronisés. « Il nous regarde, hein, ai-je murmuré. « Qu'il regarde, a-t-il dit, faisant écho à ma propre pensée. Qu'il voit que vous êtes à moi et je suis à vous, et qu'aucun de nous n'en a honte. » Mon souffle s'est coupé. « Julien, dis-le, a-t-il interrompu doucement, son regard rencontrant le mien. Dites-moi que vous le ressentez aussi. Le lien a vibré entre nous, doré et insistant. Je le sens, ai-je murmuré. Je te sens. Il m'a fait tourner doucement, et quand je suis revenu dans ses bras, il m'a tenu plus fort, plus près, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait finalement cessé de prétendre ne pas vouloir. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai eu l'impression que je pourrais mériter le bonheur, que je pourrais le mériter, lui. C'est là que j'ai vu Pierre nous regarder depuis les ombres. Son expression était froide, calculatrice. Le regard d'un prédateur évaluant une faiblesse. Quand nos yeux se sont rencontrés, sa bouche s'est incurvée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, un avertissement. La danse a pris fin. Julien a embrassé mes jointures, s'attardant juste assez longtemps pour envoyer une chaleur remonter mon bras. Puis un général s'est approché avec des nouvelles urgentes concernant les patrouilles frontalières, et Julien a serré ma main en s'excusant avant de s'éloigner. J'aurais dû le suivre. Au lieu de cela,
Pierre s'est déplacé comme de la fumée, comblant la distance avant que je puisse reculer. « Votre Majesté !» a-t-il dit, inclinant la tête juste assez pour se moquer de la formalité. « Quel spectacle touchant, Sir Pierre !» J'ai gardé ma voix stable. Je ne savais pas que vous assistiez. Oh, je n'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Son sourire s'est aiguisé. Regarder un roi tomber amoureux est toujours éclairant. Le mot « amour » a atterri comme un coup. Il s'est penché assez près pour que je sente le vin et quelque chose d'aigre en dessous. Un conseil, petite reine. Les filets de traîtres qui oublient leur place ont tendance à avoir des accidents. Un frisson glacial a glissé le long de ma colonne vertébrale. Et les rois qui aiment leurs compagnes, a-t-il poursuivi doucement, deviennent des rois avec des faiblesses exploitables. Vous me menacez, ai-je demandé fièrement, ma voix ne tremblant pas. Ses yeux ont scintillé. Je vous éduque. Il y a une différence. Puis il a reculé, s'est incliné avec une courtoisie exagérée et s'est fondu dans la foule avant que je puisse appeler les gardes. J'ai trouvé Julien quelques minutes plus tard, le tirant à l'écart dans un couloir vide. Les mots ont jailli. L'approche de Pierre, la menace voilée, la promesse d'accident. Le changement chez Julien a été immédiat et terrifiant. Tout son corps est devenu rigide, ses yeux s'assombrissant en quelque chose de féroce et dangereux. Pendant un battement de cœur, j'ai vu le loup sous le roi, les crocs découverts, les poils hérissés, prêts à déchirer quiconque oserait toucher ce qui était à lui. Il vous a dit ça? La voix de Julien était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'une lame raclant de la pierre. Il vous a menacé en face. Il a été prudent dans ses mots. Je me fiche de la prudence dont il a fait preuve. Il a tourné les talons, déjà en mouvement. Je le ferai arrêter, juger, exécuter si nécessaire. J'ai attrapé son bras. Julien, attends. Si tu agis de manière imprudente, il gagne. Il te veut émotif, distrait. Il a menacé celle avec qui je suis lié. Les mots sont sortis rauques, possessifs, absolus. Il n'y a aucun monde où j'ignore ça. Celui avec qui je suis lié, pas mon arrangement politique, pas mon oméga opportun, mon être lié. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. Il a appelé son capitaine de la garde, donnant des ordres d'une voix coupée et furieuse. Des gardes postés à mes appartements, des restrictions sur mes mouvements, personne autorisé à s'approcher de moi sans sa permission explicite. Quand le capitaine est parti, Julien s'est retourné vers moi, la poitrine haletante, la fureur brûlante toujours dans ses yeux. « Je ne te perdrai pas », a-t-il dit. « Tu comprends? J'ai déjà enterré une personne liée. Je réduirai ce royaume en cendres avant de le faire à nouveau. » J'ai touché son visage, sentant la tension vibrer à travers lui. « Je ne vais nulle part. » Ai-je promis? Il m'a serré contre lui, ses bras s'enroulant autour de moi si fort que je pouvais à peine respirer. Mais je ne le voulais pas. Je voulais être tenu ainsi, comme si j'étais importante, comme si me perdre briserait quelque chose d'essentiel en lui. « Il y a autre chose, » a-t-il dit dans mes cheveux. Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. Je me suis suffisamment reculé pour rencontrer ses yeux. Quoi? Sa mâchoire a travaillé. J'enquête sur l'affaire de trahison de ton père. Les preuves contre lui étaient viciées, opportunes, trop parfaites. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je crois qu'il a été piégé, a dit Julien doucement. Et je dis que je trouverai la preuve. Je restaurerai le nom de ta famille, Marie. Je le jure sur la déesse elle-même. Le monde a basculé. Toutes ces années, j'avais porté la culpabilité de mon père comme un poids autour de mon cou. Je m'étais excusé d'exister. Je m'étais rendue petite pour que personne ne se souvienne de quel sang coulait dans mes veines. Et Julien, ce roi qui m'avait tiré sur ses genoux devant toute la cour, croyait que mon père aurait pu être innocent. « Pourquoi » ai-je murmuré. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi »
Il a encadré mon visage, son pouce essuyant une larme que je n'avais pas réalisé être tombée. « Parce que tu mérites la vérité, a-t-il dit, et parce que je tombe amoureux de toi, et je refuse de laisser les mensonges définir ce que nous pourrions devenir. » Le lien a éclaté entre nous, doré et flamboyant. Je l'ai embrassé alors, désespérément, déversant tout ce que je ne pouvais pas dire dans la pression de ma bouche contre la sienne. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a reposé son front contre le mien. « Reste avec moi ce soir, » a-t-il murmuré. « Pas dans des chambres séparées, pas avec de la distance entre nous. Juste reste. »« Toujours, » ai-je murmuré en retour. Et alors qu'il me guidait à travers la forteresse vers nos appartements, les gardes nous flanquant, le lien chantant entre nous comme un vœu, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de merveilleux. Je tombais aussi. Et il n'y avait pas de retour en arrière. 6 semaines après notre mariage officieux, la cour se préparait à célébrer quelque chose qui n'était pas encore arrivé. La promesse d'un héritier. Le dîner formel scintillait d'un excès de richesse, des plateaux d'argent remplis de gibier rôti, des coupes de cristal captant la lumière des bougies, des nobles vêtus de leurs plus belles soies et fourrures. À la table d'honneur, j'étais assise à côté de Julien, pleinement consciente de chaque spéculation chuchotée quant à savoir si j'avais animé encore, si la connexion avait pris racine dans plus que nos seuls cœurs. La robe qu'il m'avait mise était d'un bleu profond, couleur d'eau de minuit, avec une broderie d'argent qui captait la lumière quand je bougeais. Julien n'avait pas pu détourner le regard depuis que j'étais entré dans la salle. « Tu me fixes » ai-je murmuré derrière ma coupe. Ses lèvres se sont courbées. « J'apprécie. » La chaleur m'est montée au cou. Après 6 semaines, son attention me faisait toujours sentir comme si j'étais trop près d'un feu, dangereuse et enivrante, et impossible à résister. Un serviteur s'est approché avec une carafe de cristal, ornée et clairement cérémonielle. « Pour Sa Majesté », a-t-il annoncé, s'inclinant profondément. Un cru spécial béni par le temple pour honorer l'Oméga Reine et l'espoir d'une nouvelle vie. La cour a murmuré son approbation. Quelques nobles ont levé leurs verres en signe d'anticipation. La main de Julien a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. « Tu n'es pas obligé de le boire si tu préfères ne pas le faire. » J'ai souri. C'est la tradition. Je ne vais pas insulter la déesse pour du vin. Le serviteur a versé le liquide sombre comme du sang à la lumière du feu. J'ai soulevé la coupe, rencontré les yeux de Julien, et j'ai bu. Au début, le goût était normal, riche, légèrement sucré avec un arrière-goût de mûr. J'ai posé la coupe, pris un morceau de pain et essayé d'ignorer la façon dont tout le monde semblait me regarder. Puis la pièce a basculé, pas violemment, juste bizarrement, comme si le sol s'était déplacé d'un pouce vers la gauche, et que mon corps n'avait pas suivi. J'ai cligné des yeux, essayant de retrouver une vision claire. Les bougies se sont brouillées en taches dorées, les voix se sont étirées et déformées. « Marie !» La voix de Julien venait de quelque part lointain. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais une douleur a explosé dans ma poitrine. Blanche, brûlante, comme si quelqu'un avait enfoncé une lame entre mes côtes et l'avait tordue. J'ai haleté, m'accrochant à la table. La coupe a basculé, déversant du vin sombre sur la nappe blanche comme du sang. « Marie !» Le monde s'est fracturé en morceaux aigus et désarticulés. Des visages se penchant sur moi, criant, des mains s'agrippant, le sol se précipitant trop vite. Julien m'a rattrapé avant que je ne touche le sol de pierre. Son visage est apparu dans mon champ de vision au-dessus de moi, la terreur pure dans ses yeux. « Faites venir les guérisseurs maintenant. » Quelqu'un hurlait des ordres, des bottes martelées en dessous. J'ai essayé de parler, de lui dire que j'allais bien, mais ma langue n'obéissait pas. La douleur m'a déchiré à nouveau et tout est devenu noir. Je me suis réveillé par fragments. Un lit doux sous moi, des herbes amères brûlant à proximité, des voix murmurant des prières à la déesse. Et à travers tout cela, une constante. La main de Julien serrant la mienne,
solide et inébranlable, comme s'il pouvait m'ancrer à la vie par sa seule volonté. De la cigue dans le vin, mortelle pour les omégas. On ne sait pas si elle survivra la nuit. Les mots flottaient à travers des rêves fiévreux où mon père se tenait sur l'échafaud et le visage de Julien se brouillait avec le sien. Tous deux me disant que je n'étais pas à ma place, que j'avais été folle de croire que je pouvais échapper à mon sang. Parfois, je refaisais surface assez pour sentir les lèvres de Julien pressées contre mon front fiévreux, sa voix rauque et brisée. « Reviens-moi, s'il te plaît, Marie, reviens. » D'autres fois, l'obscurité m'entraînait et je la laissais faire, ce qui devait être le deuxième jour ou peut-être le troisième. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Je l'ai entendu parler comme du fond d'un puits. « Je ne pensais pas pouvoir revivre ça, » disait-il. « Regarder quelqu'un que j'aime. » Sa voix s'est brisée. Clara est morte dans mes bras et j'ai juré que je ne me permettrais plus jamais d'aimer assez pour souffrir ainsi. Mais toi, déesse, tu es tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Tu es vive et courageuse et têtue. Et tu me vois, pas seulement la couronne. Tu me fais croire que je pourrais être autre chose que ce que mon père a essayé de me forger. Une pause. Le son de sa respiration, haletante et instable. « Je t'aime », a-t-il murmuré. « Je t'aime. Et je suis terrifié de l'avoir réalisé trop tard. Que la déesse m'ait donné une seconde chance et que j'ai perdu trop de temps à faire semblant que la distance nous garderait en sécurité. » Son pouce a effleuré mes jointures, si doux que ça faisait mal. « Tu es mon véritable lié », a-t-il poursuivi, la voix cassée. La connexion le savait avant moi. Et te perdre maintenant. Il a expiré d'une voix tremblante. Ça me détruirait d'une manière que la perte de Clara n'a jamais fait, parce que ce que nous avons est réel. Nous avons choisi ça. Nous nous sommes choisis. Je voulais répondre, lui dire que je l'aimais aussi, que je n'allais nulle part. Mais l'obscurité m'a de nouveau englouti avant que je ne puisse trouver les mots. Quand je me suis enfin réveillé, vraiment réveillé, la pièce était sombre et silencieuse. Ma bouche avait un goût de cendre. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été piétiné. Mais j'étais vivant. J'ai tourné ma tête lentement et avec précaution et j'ai trouvé Julien endormi sur la chaise à côté de mon lit. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements de cérémonie froissés et tachés. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Ses mains serraient toujours les miennes, même dans ce sommeil, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il lâchait prise. « Julien », ai-je murmuré. Ses yeux se sont ouverts instantanément, et pendant un battement de cœur, il m'a juste regardé comme si j'étais un fantôme auquel il n'osait pas croire. Puis le soulagement a déferlé sur son visage, si brut et écrasant qu'il m'a coupé le souffle. « Marie ». Mon nom est sorti brisé. Il s'est précipité en avant, encadrant mon visage de mains tremblantes. « Déesse, tu es réveillée, tu es... » J'ai essayé de sourire. « Toujours là ?» Il m'a embrassé alors, désespéré et féroce et tremblant comme s'il essayait de se convaincre que j'étais réel. Quand il s'est reculé, ses yeux étaient brillants de larmes non versées. « Je t'ai entendu », ai-je dit doucement. « Pendant que j'étais où que j'ai été, j'ai entendu ce que tu as dit. » Il est devenu très immobile. « Marie, tu m'aimes, » ai-je continué, ma voix ferme. « Tu penses que je suis ton véritable lié, et tu étais terrifié de l'avoir découvert trop tard. » Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait le nier, qu'il pourrait se replier sur cette distance prudente avec laquelle nous avions commencé. Au lieu de cela, il a pressé son front contre le mien et a expiré un souffle tremblant. « Je le pensais », a-t-il dit. « Je t'aime, je te choisis, et je réduirai ce royaume entier en cendres avant de laisser qui que ce soit te faire du mal à nouveau. » Des larmes y ont glissé sur mes joues, et je n'ai pas essayé de les arrêter. « Je t'aime aussi », ai-je murmuré. « Je crois que je t'aime depuis que tu m'as tiré sur tes genoux et que ta main a tremblé. Depuis que tu m'as défendu devant la cour, depuis que tu m'as demandé de te lire
et que tu as écouté comme si mes histoires avaient de l'importance. » Son pouce a essuyé mes larmes. Elles avaient de l'importance. Tu as de l'importance. Alors ne lâche pas. J'ai dit, jamais. Il m'a embrassé de nouveau, plus doucement cette fois, révérend. Tu es à moi, Marie. Ah, mon être lié. Ah, ma Moussaï, ma reine, mon tout, et je jure sur la déesse et chaque étoile du ciel. Je trouverai qui a fait ça et je les ferai payer. La promesse dans ce avoir était du fer et du sang. Je l'ai cru. Une guérisseuse est entrée alors, surprise de me trouver éveillé, et s'est affairée avec des questions et des examens. Julien a refusé de s'éloigner de plus d'un pas, sa main ne quittant jamais la mienne. « De la ciguë ?» a confirmé la guérisseuse d'une voix sombre. « Dans le vin de cérémonie. Si vous en aviez bu plus, votre majesté, vous n'auriez pas survécu à la première heure. » La poigne de Julien s'est resserrée, sa mâchoire contractée. « Savons-nous qui ?» ai-je demandé. La guérisseuse a jeté un coup d'œil à Julien, qui a hoché la tête. « Permission. Le serviteur qui a versé le vin a disparu, » a-t-elle dit avec prudence. Mais la carafe a été retracée jusqu'à certaines parties qui ont intérêt à déstabiliser le trône. Pierre, j'ai pensé, ça devait être lui. L'expression de Julien est devenue froide et mortelle. Alors nous les trouverons, et quand nous le ferons, ils apprendront ce qui arrive quand ils menacent ce qui est à moi. Il s'est retourné vers moi et la froideur s'est fondue en quelque chose de plus chaud, de plus féroce. « Repose-toi maintenant, » a-t-il murmuré, repoussant mes cheveux de mon front. « Je ne vais nulle part. Je serai là quand tu te réveilleras. » « Promis, » ai-je murmuré, l'épuisement me gagnant déjà. Il a pressé un baiser sur ma tempe. Toujours. Alors que je dérivais vers le sommeil, cette fois en guérissant, pas en mourant, j'ai senti le lien entre nous battre comme un cœur doré et incassable. Nous nous étions choisis, et rien, ni le poison, ni la politique, ni les fantômes du passé, ne nous déchirerait. J'étais sorti des chambres de guérison depuis moins d'un jour quand le corps a retenti. 3 coups secs, le signal d'une force armée approchant des portes. Pas une armée, mais assez d'hommes pour faire une déclaration. Julien était à mes côtés instantanément, sa main allant à la lame à sa hanche. « Reste ici. » Qu'est-ce qui se passe? Sa mâchoire s'est serrée. Pierre passe à l'action. Au moment où nous avons atteint la salle du trône, elle était déjà remplie de nobles, de gardes et de généraux. Tous tendus et armés. Je n'aurais pas dû être là. J'étais encore faible, encore en convalescence. Mais Julien n'avait pas discuté quand je l'avais suivi. Il savait que j'avais besoin de voir ça. Les portes se sont ouvertes en claquant. Serre-Pierre est entré, flanqué de 2 douzaines de mercenaires en armure disparate, ainsi que d'une poignée de nobles dont je reconnaissais les visages de dîner, où ils avaient chuchoté à propos de mon sang. Son expression était celle d'un triomphe froid, le regard d'un homme qui croyait l'avoir déjà gagné. « Alpha Roi Julien », a annoncé Pierre, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la salle. « Je viens contester votre aptitude à régner. » Une onde de choc a traversé la pièce. Julien est descendu de l'estrade lentement, chaque pas mesuré et délibéré. Je suis resté en haut, mes doigts agrippant le bras du trône pour me maintenir debout. « Vous entrez armés dans ma forteresse, » a dit Julien doucement, « avec des épées louées et des traîtres derrière vous, et vous parlez d'aptitude à régner. » Pierre a souri. « Je parle d'un roi qui ne peut pas protéger sa propre liée, qui la laisse empoisonner sous son toit, dans sa salle, alors qu'il reste aveugle et inutile. » Les mots ont frappé comme des pierres. Les mains de Julien se sont fléchies sur ses côtés, mais sa voix est restée stable. « Vous en savez beaucoup sur ce poison, Pierre, presque comme si vous l'aviez arrangé vous-même. »« Prouvez-le, » a répliqué Pierre. « Ou admettez que votre règne s'est affaibli, que vous avez laissé le sentiment troubler votre jugement, que vous avez choisi une file de traîtres au détriment de la stabilité de ce royaume. » Il s'est tourné pour s'adresser aux nobles rassemblés. « Un roi qui aime est un roi avec une faiblesse, a-t-il déclaré.
et les faiblesses sont exploitées, font tuer les gens. Cette cour mérite un dirigeant qui place le trône au-dessus de ses propres désirs. Des murmures se sont répandus dans la pièce, certains d'accord, d'autres incertains. Le général de Julien s'est avancé, la main sur son épée. « Votre Majesté, dites un mot et nous les abattrons sur place. » « Non, » a dit Julien. Le général s'est figé. « Votre Majesté, il veut que j'agisse comme un tyran, » a continué Julien, regardant toujours Pierre. « Pour prouver son argument, en l'exécutant sans procès, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Le sourire de Pierre s'est élargi. « Alors vous m'accordez un combat singulier, vous et moi, » a-t-il proposé, témoigné par la cour et la déesse. « Si vous gagnez, je pars et ne reviens jamais. Si je gagne, » il a marqué une pause pour l'effet, « vous abdiquez et je prends le trône. » La pièce a éclaté. « Il bluffe! C'est de la trahison. Vous ne pouvez pas sérieusement envisager. » Julien a levé une main et le silence est tombé comme une lame. « J'accepte. »« Non !» Le mot s'est arraché de moi avant que je puisse l'arrêter. Toutes les têtes se sont tournées. Je suis descendu de l'estrade sur des jambes tremblantes, parvenant à peine à ne pas trébucher. Julien a attrapé mon coude, me stabilisant. « Tu ne peux pas faire ça, » ai-je dit d'une voix basse et urgente. « Il te tuera ou tu le tueras, et ça te fera ressembler à un roi qui défend ce qui est à lui, » a terminé Julien doucement. Il a encadré mon visage, me forçant à rencontrer ses yeux. « Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas... » Ma voix s'est brisée. Je viens de te retrouver. Je ne peux pas te perdre maintenant. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Tu ne me perdras pas. Je te le promets, Marie. Je reviendrai. Tu ne peux pas promettre ça. Son pouce a effleuré ma joue. Tu m'as donné quelque chose pour lequel ça vaut la peine de se battre. Cela me rend plus dangereux qu'il ne le sera jamais. Derrière nous, Pierre a ri. Comme c'est touchant. Mais nous avons un public, Votre Majesté. Allons-nous cesser de leur faire perdre leur temps? La mâchoire de Julien s'est serrée, mais il s'est tourné vers la pièce. L'aube, a-t-il déclaré, dans la cour, devant tous. Pierre a incliné la tête avec une courtoisie moqueuse. J'attends ça avec impatience. Les heures jusqu'à l'aube ont été les plus longues de ma vie. Julien les a passées avec ses généraux, examinant le peu d'informations qu'ils avaient sur le style de combat de Pierre. Je suis resté assise dans un coin de la salle de stratégie, enveloppé dans des fourrures, et j'ai essayé de ne pas laisser la terreur me consumer. Quand le ciel a finalement commencé à pâlir, nous avons marché ensemble vers la cour. Toute la cour s'était rassemblée, nobles en leurs plus beaux atours, gardes alignés le long des murs, serviteurs encombrant les fenêtres et les balcons. La neige était tombée pendant la nuit, couvrant les pierres d'une fine couche blanche qui serait bientôt tachée de rouge. Julien a retiré sa veste de cérémonie, ne portant plus qu'une chemise à manches et un pantalon de cuir, une épée à la main. En face de lui, Pierre a fait de même, roulant ses épaules comme un homme se préparant à l'abattage. La grande prêtresse s'est placée entre eux, sa voix portant dans l'air froid du matin, combat singulier, témoigné par la déesse. La revendication du vainqueur sera reconnue. Que personne n'interfère sous peine de mort. Elle s'est retirée. Julien a jeté un dernier regard vers moi. J'ai essayé d'envoyer tout ce que je ne pouvais pas dire à travers notre connexion. Mon amour, ma foi, mon plaidoyer désespéré pour qu'il survive à ça. Il a hoché la tête une fois, puis le combat est commencé. Ce fut brutal dès le premier choc d'acier. Pierre se déplaçait comme un prédateur. Toute la vitesse et des coups calculés, visant les points faibles avec une précision chirurgicale. Julien l'a rencontré coup pour coup. Ses mouvements contrôlés mais puissants. Chaque balancement délibéré. Ils se sont tournés l'un autour de l'autre dans la neige, leur souffle s'évaporant en buée, leurs bottes glissant sur la glace et la pierre.
Pierre a attaqué. Julien a bloqué, a tordu et enfoncé son épaule dans la poitrine de Pierre. Ils se sont séparés, tous deux haletants. « Tu es devenu lente », a nargué Pierre. « L'amour fait ça à un homme. » Julien n'a pas répondu. Il a juste attaqué. Le combat s'est intensifié. Un flou d'acier et de fureur. Du sang est apparu, assombrissant la manche de Julien, puis la jambe de Pierre. La cour est tombée dans un silence haletant. Tous les yeux rivés sur les deux hommes se battant pour le trône. Pour moi, Pierre se battait avec habileté et sans pitié. Mais Julien se battait avec quelque chose de plus profond, quelque chose de plus féroce. Il se battait comme un homme qui avait tout à perdre. Lorsque Pierre a attaqué pour porter un coup fatal, sa lame visant directement le cœur de Julien, Julien a bougé. Il a esquivé plus vite qu'il n'aurait été possible, et sa main s'est tendue. Il a attrapé le poignet de Pierre, l'a tordu violemment, et l'épée a volé de la prise de Pierre, s'entrechoquant sur les pierres. Avant que Pierre ne puisse se remettre, la lame de Julien était à sa gorge. La cour a retenu son souffle. Pierre s'est figé, les yeux écarquillés, du sang coulant d'une coupure sur sa tempe. « Fais-le », a-t-il sifflé. « Fais de toi le monstre que tu as si peur d'être. » La main de Julien n'a pas tremblé. « Je ne suis pas mon père », a-t-il dit doucement. « Et je ne suis pas toi. » Il a retiré la lame et a reculé. « Vous êtes banni de ce royaume », a déclaré Julien, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la cour. Avec effet immédiat, si jamais vous remettez les pieds sur cette terre, la sentence sera la mort. Des halètements ont parcouru la foule. Pierre l'a regardé, quelque chose comme de la confusion vacillant sur son visage. Mais d'abord, est continué Julien, fouillant dans sa chemise et en sortant un parchemin plié. La cour entendra la vérité. Il a brandi le document. Il y a 5 ans, Sire Pierre a piégé le père de Marie pour trahison. Il a falsifié des preuves, corrompu des témoins et orchestré l'exécution d'un homme innocent. Tout cela pour éliminer un rival politique qui se dressait sur le chemin de son ambition. Un silence choqué. « J'ai la preuve », a dit Julien. Des aveux signés de 2 des co-conspirateurs de Pierre, des registres financiers montrant des paiements effectués à de faux témoins, et une lettre de la propre main de Pierre détaillant le plan. Il s'est tourné vers moi, et le regard dans ses yeux m'a presque brisé. « Marie de la maison Vellore n'est pas la fille d'un traître », a-t-il déclaré. Son père était innocent, le nom de sa famille est lavé, et quiconque remet en question sa place à mes côtés me répondra. La cour a éclaté. Certains nobles semblaient stupéfaits, d'autres horrifiés. Quelques-uns chuchotaient déjà, recalculant leurs allégeances, maintenant que la vérité avait été mise à nu. Le visage de Pierre s'est tordu de rage. « Vous pensez que ça change quelque chose? Elle est toujours... Elle est ma liée, » a interrompu Julien, sa voix froide comme l'acier hivernal. « Ma reine est la femme que je détruirai ce royaume pour protéger. Vous avez essayé de l'empoisonner. Vous avez essayé d'utiliser le nom de son père comme une arme contre elle. Vous avez échoué. » Il a fait un geste aux gardes. « Amenez-le. Escortez-le jusqu'à la frontière. S'il résiste, vous avez ma permission d'utiliser la force. » Pierre a été traîné, hurlant toujours des menaces, mais personne n'écoutait plus. L'attention de la cour s'était déplacée vers moi. Julien a traversé la cour à grandes enjambées, ignorant son bras qui saignait, et m'a tiré dans ses bras. « C'est fait », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Tu es libre, Marie. Ton nom est restauré. » Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste accroché à lui, tremblant de soulagement, d'incrédulité et d'un chagrin que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis 5 ans. Mon père avait été innocent. Tout ce temps, j'avais porté une honte qui n'était pas la mienne. « Merci », ai-je finalement murmuré. Julien s'est reculé juste assez pour encadrer mon visage. « Tu n'as jamais à me remercier de dire la vérité. » Autour de nous, la cour a commencé à s'agenouiller. D'abord les gardes, puis les généraux, puis les nobles, un par un, jusqu'à ce que toute la cour soit inclinée devant nous.
pas seulement devant le roi Métis, mais devant nous deux. Julien a pris ma main et l'a levée haut. « Voici votre reine, a-t-il déclaré, Marie de la maison Vélor, fille d'un homme innocent, mon véritable être lié, et la femme qui se tiendra à mes côtés alors que nous reconstruirons ce royaume en quelque chose qui la mérite. » Les acclamations qui ont éclaté ont ébranlé les pierres même de la forteresse. Et pour la première fois depuis que j'avais été traîné ici dans les chaînes du devoir, je me tenais dans la lumière et je croyais mériter d'être vu. Les jours qui ont suivi le bannissement de Pierre ont ressemblé à un réveil d'un long rêve suffocant. Les nobles qui avaient autrefois chuchoté sur les crimes de mon père s'inclinaient maintenant quand je passais, leurs yeux rencontrant les miens avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Les serviteurs qui m'avaient évité rivalisaient pour m'apporter du thé, pour demander si mes appartements avaient besoin d'être rangés, pour offrir de petites gentillesses qu'ils m'avaient refusées d'auparavant. Le changement était vertigineux. Le 3e jour, Dame Sophie a demandé une audience. J'ai failli refuser. Le souvenir de son mépris à ce dîner brûlait encore, mais quelque chose dans la façon dont le serviteur a formulé la demande, doucement, presque en plaidant, m'a fait accepter. Elle est arrivée dans mes appartements vêtue simplement, son élégance habituellement vive atténuée. Pendant un long moment, elle est restée là, les mains jointes, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Je vous dois des excuses », a-t-elle finalement dit. J'ai fait un geste vers les chaises près du feu. Elle s'est assise raidement, comme si l'acte d'humilité la faisait souffrir. « Je vous ai jugé injustement », a-t-elle continué, ne rencontrant pas mes yeux. J'ai laissé le chagrin m'empoisonner jusqu'à la cruauté. Le nom de votre père, votre lignée, je les ai utilisés comme des armes parce que j'étais en colère que Julien ait choisi d'aller de l'avant, qu'il vous ait choisi. Elle m'a finalement regardé et j'y ai vu l'épuisement. Le poids des années passées à pleurer une sœur qui ne reviendrait jamais. Clara aurait détesté ce que je suis devenu, a dit Sophie doucement. Elle a toujours cru aux secondes chances, au pardon. Elle aurait voulu que Julien retrouve le bonheur. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle vous aurait aimé. Quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Merci, ai-je dit doucement, de me dire ça. Elle a hoché la tête, se levant pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Vous êtes plus forte que je ne le pensais, plus forte que la plupart d'entre nous. Ne laissez pas cette cour vous faire oublier ça. Puis elle est partie, me laissant seule avec la lumière du feu et l'espoir étrange et fragile que je pourrais peut-être vraiment appartenir ici. 1 semaine plus tard, Julien a convoqué tout le royaume à la forteresse. « Nous allons faire ça correctement », m'avait-il dit, me tirant contre lui dans la lumière du petit matin. Plus de demi-mesure, plus de prétendre que ce n'est rien de moins que ce que c'est. La salle du trône brillait de préparatifs. Des bannières portant le blason de ma famille, celui que je n'avais pas vu depuis 5 ans, pendaient à côté de l'étendard royal. La grande prêtresse se tenait devant l'estrade, et chaque noble, chaque marchand, chaque citoyen qui pouvait tenir dans la salle s'entassait jusqu'à ce que les pierres elles-mêmes semblent vouloir éclater. Julien m'a mené en avant, sa main chaude et ferme autour de la mienne. La prêtresse a levé les bras. Nous nous rassemblons pour témoigner de la véritable union de l'alforoi Julien et de son être lié Marie de la maison Vélor. Le nom de ma famille est prononcé à haute voix sans honte pour la première fois depuis la mort de mon père. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Par le pouvoir qui m'est conféré par la déesse, a poursuivi la prêtresse. Je déclare les accusations contre la maison Vélor fausses et nulles. L'honneur, le titre et les terres de cette noble maison sont par la présente restaurés. Une clameur a éclaté de la foule. Julien s'est tourné vers moi et le regard dans ses yeux m'a coupé le souffle. « Marie », a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle, « tu n'es pas seulement mon être lié. Tu es mon égale, ma partenaire. La femme qui m'a appris que la force ne consiste pas à rester seule. Elle consiste à avoir le courage de laisser quelqu'un se tenir à tes côtés. » Il a soulevé la couronne, délicate argent, travaillé avec des pierres de lune, et l'a placée avec soin sur ma tête.
Tu m'as sauvé d'une vie de devoirs froids et vides, a-t-il continué. Et j'ai réalisé qu'il ne parlait plus seulement à moi. Il parlait à tout le monde. Tu m'as rappelé ce que signifie choisir l'amour plutôt que la peur, de se battre pour ce qui compte au lieu de ce qui est attendu. Ses mains ont encadré mon visage, ses pouces essuyant les larmes qui avaient commencé à couler. « Je t'aime », a-t-il dit simplement. « Je te choisis aujourd'hui et chaque jour après. » Les mots ont atterri dans ma poitrine comme un vœu. « Je t'aime aussi », ai-je murmuré, puis plus fort pour que toute la salle puisse entendre. « Je te choisis, non pas parce que je dois, mais parce que je veux, parce que tu m'as vu quand j'étais invisible et tu m'as fait croire que je méritais d'être vu. » La connexion entre nous a éclaté, dorée et flamboyante. Julien m'a embrassé alors devant tout le royaume et la salle du trône a éclaté en acclamations assourdissantes. Quand nous nous sommes enfin séparés, haletants et souriants, la prêtresse a annoncé « Voici votre roi et votre reine. » Le son qui est monté de la foule donnait l'impression que la forteresse elle-même célébrait. Cette nuit-là, seul dans nos appartements, le bruit des festivités résonnant encore faiblement à travers les murs, Julien a tracé mon visage du bout des doigts. « Tu n'es plus invisible », a-t-il murmuré. « Je te vois, Marie, l'institutrice qui a trouvé un but dans les cendres, la survivante qui a porté une honte qui n'était jamais la sienne. La femme qui est entrée dans cette forteresse en s'attendant à être brisée et qui est devenue la personne la plus forte que je connaisse. » Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Je vois tout cela et j'aime chaque partie. J'ai attrapé sa main, pressé un baiser sur sa paume. Je te vois aussi, le roi qui se bat pour la justice même quand cela lui coûte. L'homme qui a aimé a tout perdu et a été assez courageux pour aimer à nouveau. Tu m'as rendue courageuse, a-t-il dit. Non, ai-je souri. Tu as toujours été courageux. Je t'ai juste rappelé. Quand il m'a embrassé cette fois, c'était différent, plus lent, plus profond. Une question et une réponse, et une promesse tout à la fois. Nous nous sommes unis non pas parce que le devoir l'exigeait, non pas parce que la cour attendait des héritiers, mais parce que nous nous sommes choisis de tout notre cœur et les yeux clairs. Le lien de cette union s'est achevé dans une explosion de lumière dorée, de chaleur et d'une justesse écrasante. Deux âmes se liant d'une manière qui transcendait la politique, l'obligation ou tout ce que le monde pouvait exiger de nous. Après, nous sommes restés enlacés dans les draps et le clair de lune, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. « Te souviens-tu, ai-je dit doucement, la jeune fille qui est arrivée ici il y a 6 semaines, terrifiée et convaincue qu'elle était là pour payer des péchés qu'elle n'avait pas commis. » « Je me souviens, » a murmuré Julien dans mes cheveux. « Je me souviens aussi d'avoir pensé qu'elle était la femme la plus têtue, la plus courageuse, la plus impossible que j'ai jamais rencontrée. » J'ai souri contre sa poitrine. Elle n'aurait jamais cru que cela puisse arriver, que le roi qui l'a tiré sur ses genoux deviendrait l'homme qui laverait le nom de son père, qui se battrait pour elle, qui l'aimerait. « Crois-y » a-t-il dit, relevant mon visage pour rencontrer son regard. « Parce que je ne vais nulle part, et toi non plus. » Je l'ai embrassé doucement. Moi non plus. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas toutes les réponses, tu sais. Des fois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur gigantesque en plongeant dans ce monde si loin du mien. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais cette vie-là, avec Julien, avec ce nouveau rôle, avec cette famille, c'est la mienne et je dois faire avec. Et on verra bien où ça nous mène.